Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes au début du mois de novembre 1796. Nous sommes dans la péninsule en Italie, à Gênes exactement. Vous savez, cette grande cité en amphithéâtre là au nord du pays, qui a été une république depuis le milieu du XIe siècle, avec à sa tête un doge, mais une république en grand déclin, disons-le. Elle n'est plus du tout, Gênes, la puissance commerciale. Elle n'est plus du tout la place financière qu'elle avait été au cours des siècles précédents, du temps de sa belle rivalité avec Venise. Depuis plus de 3 ans, un jeune homme, un Français de 25 ans, il a les cheveux mi-longs, il est très beau. Il suffit de voir son autoportrait à l'âge de 20 ans, avec cette crinière et ses yeux clairs, il est absolument magnifique. Il est là qui arpente la cité génoise, un carton à dessin sous le bras. Il a tendance à flâner, ce jeune homme, à se perdre dans les ruelles. Il revient par la Piazza dei Ferrari, qui est la plus importante place de Gênes. Et il admire les différents palais, dont celui des Doges et l'Accademia Linguistica di Belle Arti, et puis la Lanterna, ce phare qui fait 76 mètres. Bref, Gros est un habitué de Gênes, il s'entretient régulièrement avec l'envoyé de la République française, et lors d'un des échanges qu'il a avec cet envoyé, on est en pleine Révolution française, vous l'avez compris, on est encore à l'époque du Directoire, Gros confie à ce fonctionnaire qu'il souhaiterait faire le portrait de celui dont tout le monde est en train de parler, de ce général-là qui est en train de devenir la célébrité du moment, général en chef de l'armée d'Italie, Napoléon Bonaparte, qui est entré triomphalement quelques semaines plus tôt dans Milan et qui actuellement est engagé contre les Autrichiens, bien sûr, au siège de Mantoue. Et pour parvenir à réaliser ce portrait, Gros aimerait entrer en contact avec celle qui peut changer sa destinée. C'est Joséphine de Beauharnais qui est en chemin pour aller retrouver son époux. Joséphine de Beauharnais, Gros, on ne sait pas tout à fait exactement dans quelles circonstances, mais en tout cas, le jeune homme va réussir à la rencontrer. Elle n'est sans doute pas insensible à son charme, elle est tout à fait intéressée par son talent. Gros lui expose son projet, il présente un certain nombre des œuvres qu'il a pu faire, et voilà que 5 jours plus tard, Joséphine le fait monter dans sa voiture. Et les voilà sur la route de Milan, et c'est le lendemain que va avoir lieu la rencontre entre Gros et Bonaparte. Et l'entrevue, nous pouvons la décrire parce que l'artiste lui-même, le jeune artiste, l'a décrite. Antoine Jean nous en a fait la relation dans une lettre qu'il envoie à sa mère. Alors je le cite. Bien que froid et sévère, il me fit un accueil plus digne des arts que de moi. Voilà ce jeune artiste dont je t'ai parlé, dit Joséphine. Ah, je suis charmé de le voir. Vous êtes élève de David. Gros montre ses œuvres, il précise, elles appartiennent toutes à mon maître David, mais puisqu'on vous parlait déjà du célèbre David, j'ai un grand sujet à traiter, ou du moins, c'est mon ardent désir. Comment ? Votre portrait, dis-je. Bonaparte fit une inclination de tête légèrement et modestement. Je fus retenu à dîner. Aujourd'hui, j'ai rassemblé tout ce que j'ai pu pour être en état de commencer au plus tôt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né en 1771, à la toute fin du règne de Louis XV, Antoine Jean Gros. Il était né à Paris dans une famille d'artistes, puisque ses 2 parents étaient artistes. Sa mère était pastelliste, Pierrette Gros, et puis son père, Jean-Antoine, était miniaturiste. Et la vérité, c'est qu'il était surtout collectionneur de tableaux. Preuve de l'importance de sa collection, sa vente, quelques années plus tard, totalisera 60 000 francs. Ce sont des francs hors de l'époque. Inutile de vous dire que c'était une grande et belle collection. Antoine Jean va commencer très tôt à dessiner, il a 6 ans. Il se perfectionne auprès d'une amie de la famille qui n'est autre que la grande Élisabeth Vigée-Lebrun, s'il vous plaît. Et à l'âge de 14 ans, on est donc là en 1785, vous voyez qu'on commence à s'approcher de la Révolution, il est dans l'atelier du peintre Jacques-Louis David, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre ses études au collège Mazarin. En 1787, Gros entre à l'école royale des Beaux-Arts, il remporte plusieurs prix, mais
il ne va pas réussir à décrocher le prestigieux prix de Rome. Il rate le prix de Rome en 1792. On est en pleine révolution, là. On est même bientôt dans la terreur. C'est une rupture pour Antoine Jean. Sa famille a fait banqueroute, son père est mort. Le jeune peintre doit absolument travailler pour subvenir à des besoins qui deviennent de plus en plus criants. Sauf que les commandes ne se bousculent pas. Il fait quelques portraits ici et là. Il était trop proche de l'Ancien Régime pour ne pas craindre lui-même de monter un jour à l'échafaud. Et c'est peut-être un peu pour tout ça qu'il décide de partir pour l'Italie. C'est pas simple de sortir de France dans ces temps troublés. Il lui faut produire une attestation pour détailler l'utilité de ce voyage. En janvier 93, Gros obtient grâce à David un passeport pour se rendre de l'autre côté des Alpes, sans le sou, mais avec, disons-le, une ambition qui compense tous les manques qu'il peut avoir à afficher par ailleurs. Gros se rend d'abord à Gênes, donc, puis à Florence, où il copie Michel-Ange. En fait, il fait ses classes. Il fait le voyage qu'il aurait dû faire s'il avait été prix de Rome, finalement. Et le voilà qui rentre donc à Gênes, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, où il va rencontrer Joséphine de Beauharnais, et puis donc Bonaparte. Il suivra l'armée de Bonaparte lors de la campagne d'Italie. Le 15 novembre 96, Bonaparte s'est emparé de l'étendard d'un porte-enseigne d'un bataillon. Il s'avance à pied jusqu'au milieu du pont d'Arcole. Vous connaissez cet épisode, bien sûr, avec le feu des batteries autrichiennes qui est là, les balles qui sifflent autour des oreilles du jeune général, exhortant ses hommes à le suivre. C'est ce moment-là que Gros va choisir pour représenter Bonaparte. Quand on lui commande un tableau pour immortaliser l'événement, il immortalise cet instant extraordinaire où on voit le général en chef de l'armée française en uniforme, la tête tournée vers l'arrière, le regard incroyablement déterminé, le buste porté vers l'avant. Il tient dans sa main gauche la hampe du drapeau de l'armée d'Italie. Dans sa main droite, il y a le fourreau du sabre et pour réaliser sa toile, Gros va obtenir de Bonaparte un certain nombre de séances de pause. Et de nouveau, dans une lettre qu'il écrit à sa mère, il nous raconte, ce jeune peintre, que pour le futur empereur, donner comme ça du temps est une chose rarissime. Joséphine, pour aider le peintre, aurait, dit-on, retenu Bonaparte sur ses genoux, ce qui fait que ça permet à Gros de continuer ses esquisses pendant que les deux se font des petites amourettes. Bref, Bonaparte, immédiatement, est tellement satisfait de l'œuvre qu'il l'a fait graver pour la faire diffuser aux armées, la faire diffuser dans Paris. Ça devient une œuvre de propagande, disons-le, à la gloire du jeune général, qui donc a remporté la première campagne d'Italie au printemps 1797. On peut dire que cette étoile montante de la politique et de la stratégie a trouvé l'homme qui va l'immortaliser dans les arts. Vous écoutez Radio Classique. Vraiment, Bonaparte est satisfait du travail d'Antoine Jean Gros. Il va d'ailleurs lui confier la commission chargée de sélectionner les œuvres d'art qu'on va ramener d'Italie. Rapporter, devrais-je dire. Évidemment, ça ne rend pas Gros très populaire aujourd'hui. On reproche tellement à Bonaparte d'avoir pillé l'Italie. Ben, c'est Gros qui a choisi, parmi d'autres, qui a fait la sélection en quelque sorte des œuvres qui devaient enrichir les collections du musée du Louvre qui vient d'être inauguré là en 1793. Gros va rentrer à Paris en 1801, il est complètement épuisé, il faut vous le dire. Plus d'un an après son départ de Gênes à la suite du siège de la ville qui a pris fin avec la capitulation des troupes françaises, le voilà qui donc revient dans la capitale. Il va lui falloir un peu de temps pour se reposer, c'est une période de convalescence et à la suite de ça, il est mis en compétition avec d'autres artistes pour réaliser une nouvelle commande, peinture commandée cette fois par le général Junot, pour commémorer la victoire des troupes françaises contre l'armée turque le 8 avril 1799. On est dans le cadre de la campagne d'Égypte, là, c'est la bataille de Nazareth. Le jury examine les dossiers, il choisit Gros qui réalise une esquisse présentée au salon de 1801 et au moment où il va réaliser sa toile, Napoléon Bonaparte, alors là maintenant Napoléon est devenu premier consul, va intervenir pour faire réduire l'œuvre. Peut-être qu'il est jaloux de Junot Bonaparte et qu'il ne veut pas que
L'autre général bénéficie d'une trop grande publicité. Il a compris à quel point les œuvres de Gros pouvaient devenir emblématiques et servir en quelque sorte de propagande. On voit Junot dans le combat de Nazareth, on le voit monter sur son cheval blanc qui tue un mamelouk d'un coup de pistolet et qui, avec son sabre, est en train d'en blesser un autre. Finalement, tout ça restera à l'état d'esquisse, mais disons-le, le réalisme des scènes de combat tellement violentes et fortes vont faire du combat de Nazareth une œuvre assez nouvelle qui pourrait presque d'une certaine manière commencer à préfigurer le romantisme. On est assez loin du style néoclassique habituel tel que Gros l'a appris dans l'atelier de David. D'ailleurs, Delacroix ne manquera jamais de dire à quel point il admirait Gros. Comme si Gros, d'une certaine manière, était en train de découvrir une école qui plus tard fera son malheur, mais n'avançons pas trop vite en besogne. On est toujours dans cette campagne d'Égypte qui va servir de cadre à une autre œuvre d'Antoine Jean Gros. Alors là, cette fois, c'est une œuvre qui est commandée par Bonaparte lui-même, donc tout va bien, si je puis dire. C'est Les Pestiférés, bien sûr, le Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, le titre exact. Scène qui n'a jamais été mentionnée par les généraux de Bonaparte, mais qui a été détaillée par Desgenette, le médecin-chef de l'armée de Bonaparte, au moment de la campagne d'Égypte. Il y a eu cette épidémie de peste, voilà ce que nous dit le médecin. Se trouvant dans une chambre étroite et très encombrée, Napoléon Bonaparte aida à soulever, ou mieux à porter le cadavre hideux d'un soldat dont les habits en lambeaux étaient souillés par l'ouverture spontanée d'un énorme bubon abcédé. Comme le combat de Nazareth, Gros va essayer de tirer la quintessence de la scène. Il a installé son atelier au Jeu de Paume à Versailles. Et il va réaliser donc ce Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, œuvre terminée en 1804. La scène se déroule dans une mosquée avec à l'arrière-plan les murailles de Jaffa. Il y a un drapeau français qui flotte là-bas, rappel de la victoire de l'armée française lors du siège de la ville et sa mise à sac. On est donc en mars 1799 et l'on voit Bonaparte toucher le bubon d'un malade, geste symbolique qui n'est pas anodin pour celui qui bientôt sera empereur, puisque cet épisode rappelle évidemment la tradition royale du toucher des écrouelles par les rois de France. En fait, lors du siège de Saint-Jean-d'Acre, Napoléon Bonaparte avait souhaité euthanasier les malades en leur donnant de l'opium, ce que Desgenette, d'ailleurs, le fameux médecin, le médecin-chef de l'armée, là, avait refusé. On a dit d'ailleurs que Bonaparte s'était sauvé un peu vite de Syrie et qu'il avait abandonné à l'épidémie toute cette armée malheureuse. Bref, on comprend que le tableau ne sera pas neutre et qu'il devient même un véritable instrument politique. Ce tableau est salué par tous et lors d'un banquet qui est offert à Gros, un de ses amis, qui n'est autre que le peintre Girodet, va carrément déclamer un éloge de son ami. « Oh Gros, où trouves-tu cette teinte éclatante qu'offre à l'œil ébloui ta palette brûlante, émulheureux de Paul, rival de Titien, leur immense talent est devenu le tien, poursuis ta destinée, espoir de notre école. » 1806, c'est Joachim Murat, le beau-frère de Napoléon Ier, grand amiral de l'Empire, qui va commander à notre peintre une toile sur la bataille d'Aboukir contre les Turcs, toujours lors de la campagne d'Égypte. Présentée au salon de 1807, cette œuvre montre la fougue des combats. Elle représente la charge de la cavalerie commandée par Murat, qui renverse littéralement les forces ottomanes et les rejette à la mer, en faisant prisonnier le chef, Mustapha Pacha. Quand Murat deviendra roi de Naples, cette bataille d'Aboukir sera exposée au palais royal de la cité campanienne. Donc ça va devenir la grande œuvre, en quelque sorte, du royaume de Murat. Fin 1807, sur les instructions du directeur du musée Napoléon, qui donc est vivant de nom, le musée Napoléon, c'est le Louvre, bien sûr, Gros remporte un concours pour immortaliser une autre victoire, celle de la bataille d'Eylau en février 1807. Alors on est loin là-bas à l'est, en Prusse orientale.
sous la neige. Très difficile bataille pour Napoléon qui a vaincu les forces russes, mais aussi prussiennes, au prix d'un très lourd tribut humain. Il y a eu 12 000 tués, 14 000 blessés dans les rangs français. L'empereur a dit en visitant le champ de bataille, cette boucherie passerait l'envie à tous les princes de la terre de faire la guerre. Pour que Napoléon lui-même dise ça, vous voyez un peu quand même. Et comme les pestiférés de Jaffa, on voit un Bonaparte idéalisé, un Napoléon idéal, sous un ciel gris, entouré de médecins, de maréchaux. Il a là cette position centrale. Il étend le bras comme s'il voulait bénir les blessés, alors que le sol enneigé, jonché de cadavres et de blessés. Il y a quelques critiques quand même qui estiment que l'œuvre pourrait rendre la guerre impopulaire en raison de son réalisme. On voit vraiment un peu trop la dureté des combats. Il n'empêche que cette œuvre, donc, qui s'appelle Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau, est exposée au salon de 1808 et que c'est de nouveau des cris d'allégresse. On remet la Légion d'honneur à Gros. Pas n'importe quelle Légion d'honneur. Un de ses élèves, le peintre et historien d'art Jean-Baptiste Delettre, écrira plus tard: à la suite de l'exposition de 1808, l'empereur fit une distribution de croix de la Légion d'honneur à plusieurs artistes. Déjà, l'on avait appelé les élus. L'auteur de la bataille d'Eylau n'avait pas été cité, son anxiété devenait de plus en plus vive. Le tout-puissant rémunérateur avait voulu jouir malicieusement du naïf embarras de Gros. Et lorsque ce dernier, croyant tout fini, s'apprêtait à se retirer, l'empereur le rappela. Il détacha de sa poitrine sa propre décoration et la remit aux mains de son protégé. Franck Ferrand sur Radio Classique. À partir de 1811, on va voir Gros réaliser la décoration du dôme du Panthéon, vous savez, qui est redevenu église Sainte-Geneviève en 1806, à la fois lieu de culte et lieu d'inhumation des grands hommes, tel qu'en avait décidé la Révolution. Et le peintre, dans une lettre qu'il adresse au ministre de l'Intérieur, détaille son projet. Je m'engage à représenter dans la proportion de figures de 4 mètres une gloire d'ange emportant au ciel la châsse de Sainte Geneviève, au bas Clovis et Clotilde, fondateur de la première église, plus loin Charlemagne, Saint-Louis, et à la partie opposée, Sa Majesté l'Empereur et Sa Majesté l'Impératrice consacrant la nouvelle église au culte de cette sainte. Vous imaginez que quand on est aussi impliqué dans la gloire de l'Empire, il va être difficile de vivre cette restauration de Louis XVIII qui bouscule tout, bien entendu. Pourtant, Gros va être bien traité par le nouveau régime. Il reprend la direction de l'atelier de son maître et ami David, parce que David, lui, a dû fuir à Bruxelles. Là, il n'était pas bien vu par les Bourbons, lui. Et avec ses élèves, on voit un Gros extrêmement affable, qui n'hésite pas à donner de l'argent aux uns et aux autres pour les aider quand ils en ont besoin. L'un de ses élèves de lettres, justement, racontera plus tard une épithète toujours juste, une comparaison ingénieuse, avertissait ses élèves d'un défaut à perdre, ou leur indiquait une qualité nécessaire à cultiver. Il a trop laissé brûler son rôti, disait Gros, en désignant du doigt un paysage dont l'effet de soleil couchant était forcé pour vouloir être trop chaud. Il stigmatisa le dévergondage de la brosse à une certaine époque, en disant « La peinture n'est plus une langue aujourd'hui, c'est un patois ». Gros est membre de l'Institut en 1816. Vous voyez que la monarchie n'est pas du tout rancunière. Il est prof à l'école des Beaux-Arts à Paris. Il va réaliser le plafond de la salle égyptienne du Louvre, être nommé chevalier de l'ordre de Saint-Michel. Vous voyez qu'en fait, il est bien traité par la monarchie restaurée. Et même le roi Charles X, en 1824, va lui décerner le titre de baron. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mais Gros, là, va devoir vivre un autre combat, si je puis dire, parce que c'est toute la question du néoclassicisme dont il est en quelque sorte l'incarnation quand il peint le départ de Louis XVIII aux Tuileries, ou le portrait en pied de Louis XVIII en costume de sacre. Vous savez, c'est ce portrait où Louis XVIII est dans ses fourrures extraordinaires, et on disait, c'était le jeu de mots de l'époque, on disait gros lapin. Gros lapin, c'était pour se moquer du roi, le gros lapin. Vous avez compris le jeu de mots. Bon. Gros reste fidèle à un certain néoclassicisme, avec des sujets mythologiques qui sont plus du tout à la mode à cette époque. Et il voit tous les jeunes artistes romantiques, en quelque sorte, lui damer le pion.
ça va durer comme ça pendant une décennie, où il essaie, lui, de défendre une certaine vision d'un certain art qui est dépassé, disons-le. Et le 25 juin 1835, vous voyez que là on est arrivé sous la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe, il est 9h du matin, ce 25 juin 1835, on voit Gros, alors maintenant c'est plus du tout le petit jeune homme avec les cheveux longs, hein. Il a toujours ses sourcils épais, mais il a maintenant une silhouette imposante, on le voit sortir de chez lui à Meudon pour se rendre aux assises, parce qu'il se trouve qu'il est juré d'un procès depuis 8 jours, sauf qu'il ne se présente pas à l'audience, et que le soir, ses voisins constatent qu'il n'est pas rentré chez lui. Alors les heures passent, il est introuvable, et le lendemain, sur les rives de la Seine, on va retrouver d'abord son chapeau, et à l'intérieur, il y a un mouchoir, une cravate, et puis un petit peu plus loin, au milieu des roseaux, eh bien, on va découvrir le corps toujours très élégant de Monsieur Gros. C'est un corps sans vie, et oui, Gros n'a pas réussi à supporter toutes les critiques qu'il subissait. Il comprend qu'il n'est plus du tout le bienvenu, qu'il n'est plus un homme de ce temps. Et on va retrouver le message qu'il a laissé dans son chapeau et qui dit « Là de la vie, et trahi par les dernières facultés qui me la rendaient insupportable, j'ai résolu de m'en défaire. » Vous écoutez Radio Classique.